puisqu'il nous faut résoudre à la guerre. Nul ne comprit, et surtout pas Gaucher de Châtillon, le revirement de Philippe dans l'affaire de l'Artois. Le régent, désavouant brusquement ses envoyés, déclara inacceptable la conciliation qu'il avait préparée et exigea la rédaction de nouvelles conventions plus favorables à Mao. Le résultat ne se fit pas attendre. Les négociations furent rompues, et ceux qui les menaient du côté artésien, représentant l'élément modéré de la noblesse, rejoignirent aussitôt le clan des violents. Leur indignation était extrême. Le connétable les avait vilainement joués. La force, en vérité, était le seul recours. Le comte Robert triomphait. « Vous avez assez dit qu'on ne pouvait s'accorder avec ces félons !» répétait-il à chacun. Suivi de son armée d'insurgés, il marcha de nouveau sur Arras. Gaucher, qui se trouvait dans la ville avec seulement une petite escorte, n'eut que le temps de s'enfuir par la porte de Péronne, tandis que Robert, toute bannière déployée et trompette sonnante, entrait par la porte de Saint-Omer. Il s'en fallut d'un quart d'heure que le connétable de France ne fût fait prisonnier. Cette aventure se passait le 22 septembre. Le jour même, Robert adressait à sa tante la lettre suivante. « À très haute et très noble dame Mao d'Artois, comtesse de Bourgogne, Robert d'Artois, chevalier. Comme vous avez empêché à tort mon droit de la comté d'Artois, dont moult me noise, et à tous les jours me pèse, laquelle chose je ne puis ni ne veux plus souffrir, si vous fait savoir que je vais mettre ordre de recouvrer mon bien le plus tôt que je le pourrai. » Robert n'était pas grand épistolier, les nuances de finesse n'étaient pas son fort, et il était très satisfait de cette épître, parce qu'elle exprimait bien ce qu'il voulait dire. Le connétable, lorsqu'il parvint à Paris, n'avait pas trop aimable figure, et lui non plus ne mâcha pas ses mots au comte de Poitiers. La personne du régent ne l'intimidait pas. Il avait vu ce jeune homme naître et mouiller ses langes. Il le lui dit tout droit, en ajoutant que c'était faire mauvais usage d'un bon serviteur et d'un fidèle parent, qui comptait 20 ans de commandement des armées du royaume, que de l'envoyer traiter sur des assurances qu'on reniait ensuite. « Je passais jusqu'à ce jour, monseigneur, pour homme loyal, dont la parole promise ne pouvait être mise en doute. Vous m'avez fait jouer un rôle de traître et de larron. Quand j'ai soutenu vos droits à la régence, je pensais retrouver en vous un peu de mon roi, votre père, avec lequel jusqu'ici vous donniez des preuves de semblance. Je vois que je me suis cruellement mépris. Êtes-vous tombé si fort sous tutelle de femme que vous changiez à présent d'avis comme de cotte ?» Philippe s'efforça de calmer le connétable, s'accusant d'avoir d'abord mal jugé l'affaire et d'avoir donné des instructions erronées. Rien ne servait de transiger avec la noblesse d'Artois tant que Robert ne serait pas abattu. Robert constituait un danger pour le royaume et un péril pour l'honneur de la famille royale. N'était-il pas l'instigateur de cette campagne de calomnie qui désignait Mao comme l'empoisonneuse de Louis X ? Gaucher haussa les épaules. « Eh, qui croit à ces sottises ?» s'écria-t-il. « Pas vous, Gaucher, pas vous, dit Philippe. Mais d'autres y ouvrent leurs oreilles, trop contents par là de nous nuire, et ils iront dire demain que moi, que vous, avons trempé dans cette mort qu'on veut rendre suspecte. Mais Robert vient de faire le faux pas que j'espérais. Voyez donc ce qu'il écrit à la comtesse. » Il tendit au connétable une copie de la lettre du 22 septembre et poursuivit. Robert rejette par là le jugement que mon père avait fait rendre en 1309 par le Parlement. Jusqu'à ce jour, il ne faisait que soutenir les ennemis de la comtesse. À présent, il entre en révolte contre la loi du royaume. Vous allez remonter en Artois. « Ah non, monseigneur !» s'écria Gaucher. « Je m'y suis trop honni. J'ai dû m'enfuir d'Arras comme un vieux sanglier devant les chiens, sans prendre même le temps de pisser. Faites-moi la grâce de choisir quelque autre pour conduire cette affaire. » Philippe se croisa les mains devant la bouche. « Si tu savais, Gaucher, pensait-il, si tu savais comme il m'est dur de te tromper. Mais si je t'avouais la vérité, tu me mépriserais plus encore. » Il reprit, obstiné. « Vous allez remonter en Artois, Gaucher, pour l'amour de moi et parce que je vous en prie. Vous allez emmener avec vous votre parent, messire Mills, et cette fois une forte troupe de chevaliers et aussi des gens des communes, en prenant renfort en Picardie. Et vous ferez sommer Robert de comparaître devant le Parlement pour y rendre compte de sa conduite. En même temps, vous fournirez soutien d'argent et d'hommes d'armes aux bourgeois des villes, qui nous sont demeurés fidèles. Et si Robert ne se soumet pas, j'aviserai alors à l'y obliger autrement. Un prince est comme tout homme, Gaucher, poursuivit Philippe en prenant le connétable par les épaules. Il peut faire erreur au départ, mais plus grande erreur encore serait de s'y entêter. Le métier de couronne s'apprend comme un autre, et j'ai encore à apprendre. Faites-moi pardon du mauvais visage auquel je vous ai obligé.
Rien n'émeut tant un homme d'âge qu'un aveu d'inexpérience confessé par un cadet, surtout si ce dernier est hiérarchiquement son supérieur. Sous les paupières de tortue, le regard de Gaucher se voila un peu. « Ah, j'oubliais, reprit Philippe. J'ai décidé que vous seriez tuteur du futur enfant de Madame Clémence, notre roi, donc si Dieu veut que ce soit un garçon, et son second parrain tout aussitôt après moi. Monseigneur Philippe, dit le connétable tout ému. Et il se pressa dans les bras du régent, comme s'il avait été le fautif. Pour la marraine, dit encore Philippe. Nous avons décidé avec Madame Clémence, afin de couper à tous les méchants bruits, que ce serait la comtesse Mao. 8 jours plus tard, le connétable reprenait la route d'Artois. Robert, comme on pouvait le prévoir, refusa de se soumettre à la semonce et continua de sévir à la tête de ses bandes cuirassées. Mais le mois d'octobre ne fut pas bon pour lui. S'il était guerrier violent, il n'était pas grand stratège. Il lançait ses expéditions sans ordre, un jour au nord, le lendemain à midi, selon l'inspiration de l'instant. Reître avant les reîtres, comte de Thiers et avant les comtes de Thierry, il était mieux désigné pour mettre sa force guerrière au service d'autrui que pour se commander lui-même. Dans ce comté qu'il considérait sien, il se conduisait comme en territoire ennemi, menant enfin la vie sauvage, dangereuse, frénétique qui lui plaisait. Il se réjouissait de la peur qui naissait à son approche, mais ne voyait pas la haine qu'il laissait sur ses pas. Trop de corps pendus aux branches, trop de décapités, trop d'enterrés vifs au milieu des grands rires cruels, trop de filles violées qui gardaient sur la peau la marque des côtes de mailles, trop d'incendies jalonnaient sa route. Les mères disaient aux enfants pour les faire tenir sages qu'on allait appeler le comte Robert, mais si on l'annonçait dans les parages, elles prenaient aussitôt leur marmaille dans leurs jupes et couraient vers la première forêt. Les villes se barricadaient. Les artisans instruits par l'exemple des communes flamandes affûtaient leurs couteaux et les échevins gardaient liaison avec les émissaires de Gaucher. Robert aimait les batailles en rase campagne. Il détestait la guerre de siège. Les bourgeois de Saint-Omer ou de Calais lui fermeraient-ils les portes au nez? Il haussait les épaules en disant « Je reviendrai un autre jour et vous ferez tous crever !» Et il allait s'ébattre plus loin. Mais l'argent commença à devenir rare. Valois ne répondait plus aux demandes, et ses rares messages ne contenaient que de bons sentiments et des exhortations à la sagesse. Tholomei, le chef banquier Tholomei, faisait lui aussi la sourde oreille. Il était en voyage, ses commis n'avaient pas d'ordre. Le pape lui-même se mêlait de l'affaire. Il avait écrit personnellement à Robert et à plusieurs barons d'Artois pour leur rappeler leurs devoirs. Puis un matin de la fin d'octobre, le régent, comme il tenait conseil, déclara avec la grande tranquillité dont il accompagnait ses décisions « Notre cousin Robert a trop longuement moqué notre pouvoir. Puisqu'il faut nous résoudre à la guerre, nous prendrons donc contre lui l'oriflamme à Saint-Denis, le dernier jour de ce mois. Et comme messire Gaucher est absent, l'ost que je conduirai moi-même sera placé sous le commandement de notre oncle. » Tous les regards se tournèrent vers Charles de Valois. Mais Philippe continua. « De notre oncle, Monseigneur d'Évreux. Nous aurions volontiers confié cette charge à Monseigneur de Valois, qui a fait ses preuves de grand capitaine, si celui-ci n'avait à se rendre en ces terres du Maine pour y percevoir les anates de l'Église. »« Je vous remercie, mon neveu, répondit Valois, car vous savez que j'aime bien Robert, et que tout en désapprouvant sa révolte qui est grosse sottise d'entêté, j'aurais eu des plaisirs à porter les armes contre lui. » L'armée que réunit le régent pour monter en Artois ne ressemblait en rien à l'ost démesuré que son frère, 16 mois plus tôt, avait enlisé dans les Flandres. L'ost pour l'Artois se composait des troupes permanentes et de levées faites dans le domaine royal. Les soldes y étaient élevés, 30 sols par jour pour le banneret, 15 sols pour le chevalier, 3 sols pour l'homme de pied. On appela non seulement les nobles, mais aussi des roturiers. Les 2 maréchaux Jean de Corbeil et Jean de Beaumont, seigneur de Clichy, dit le Déramé, rassemblèrent leurs bannières. Les arbalétriers de Pierre de Galard étaient déjà sur pied. Geoffroy Cocatrix, depuis 2 semaines, avait reçu secrètement des instructions pour prévoir les transports et les fournitures. Le 30 octobre, Philippe de Poitiers prit l'oriflamme à Saint-Denis. Le 4 novembre, il était à Amiens, d'où il envoya aussitôt son second chambellan, Robert de Gamache, escorté de quelques écuyers, porter au comte d'Artois une dernière sommation. L'ost du régent fait un prisonnier. Le chaume pourrissait,
grisâtre, sur les champs argileux et dénudés. De lourdes nuées roulaient dans le ciel d'automne, et l'on eût dit que là-bas, au bout du plateau, le monde finissait. Le vent aigrelet, soufflant par courtes bouffées, avait un arrière-goût de fumée. En avant du village de Bouc-Maison, à l'endroit même où 3 mois auparavant le contrebert était entré en Artois, l'armée du régent se tenait déployée en bataille, et les pénons frissonnaient au sommet des lances sur près d'une demi-lieue de front. Philippe de Poitiers, entouré de ses principaux officiers, se trouvait au centre, à quelques pas de la route. Il avait croisé ses mains gantées de fer sur le pommeau de sa selle. Il était tête nue. Un écuyer derrière lui portait son aume. « C'est donc ici qu'il t'a affirmé qu'il viendrait se rendre ?» demanda le régent à Robert de Gamache, rentré de sa mission le matin. « Ici même, monseigneur, » répondit le second chambellan. « Il a choisi le lieu dans le champ auprès de la borne que surmonte une croix, m'a-t-il dit, et il m'a assuré qu'il y serait à l'heure de tierce. » « Et tu es certain qu'il n'existe point d'autres bornes surmontées de croix dans les alentours, car il serait bien capable de nous jouer là-dessus, d'aller se présenter ailleurs et de faire constater que je n'y étais pas. Tu penses vraiment qu'il viendra ? » ?»« Je le crois, monseigneur, car il semblait fort ébranlé. Je lui ai dénombré votre hoste, je lui ai représenté aussi que monseigneur le connétable tenait les lisières de Flandre et les villes du Nord, et qu'il serait donc saisi comme entre pinces affairées, sans pouvoir même fuir par les portes. Je lui ai remis enfin la lettre de monseigneur de Valois, lui conseillant de se rendre sans combat, puisqu'il ne pouvait qu'être battu, et l'informant que vous étiez si courroucé contre lui qu'il devait craindre, si vous le preniez en armes, d'avoir la tête tranchée, et ceci a paru beaucoup l'assombrir. Le régent inclina un peu son long buste vers l'encolure de son cheval. Décidément, il n'aimait pas porter ses vêtements de guerre, dont les 20 livres de fer lui pesaient aux épaules et l'empêchaient de s'étirer. Il s'est retiré alors avec ses barons, poursuivit Gamache. Et je ne sais point vraiment ce qu'ils se sont dit, mais j'ai bien compris que certains lui faisaient défaut, tandis que d'autres le suppliaient de ne pas les abandonner. Enfin, il est revenu à moi et m'a fait la réponse que je vous ai portée, en m'assurant qu'il avait trop grand respect de monseigneur le régent pour lui désobéir en rien. Philippe de Poitiers demeurait incrédule. Cette soumission trop facile l'inquiétait et lui faisait redouter un piège. Plissant les paupières, il regardait le triste paysage. L'endroit serait assez bon pour nous tourner et nous tomber sur le dos pendant que nous sommes ainsi plantés à attendre. « Corbeil, Clichy !» dit-il, s'adressant à ses 2 maréchaux. « Dépêchez quelques bannerets en reconnaissance par les 2 ailes et faites fouiller les vallons pour vous assurer qu'aucune troupe ne s'y trouve mûchée, ni ne chemine sur nos routes de revers. Et si, à tierce sonner au clocher qui est derrière nous, Robert ne s'est pas présenté, ajouta-t-il pour Louis d'Evreux, nous nous mettrons en marche. » Mais bientôt on entendit des cris dans les rangs des bannières. « Le voici ! Le voici !» Le régent de nouveau plissa les paupières, mais ne vit rien. « En face, monseigneur, lui dit-on, juste au droit de votre monture, sur la crête. » Robert d'Artois arrivait sans compagnon, sans écuyer, sans même un valet. Il avançait au pas, droit sur son immense cheval, et paraissait dans cette solitude plus grand encore qu'il n'était. Sa haute silhouette se détachait rougeoyante sur le ciel tourmenté, et il semblait que la pointe de sa lance accrochât les nuées. « C'est encore manière de vous narguer, monseigneur, que d'arriver ainsi devant vous. »« Eh, qu'il me nargue, répondit Philippe de Poitiers. Les chevaliers envoyés en reconnaissance revenaient au galop, assurant que les environs étaient parfaitement tranquilles. « Je l'aurais cru plus acharné dans la désespérance, » dit le régent. Un autre, voulant faire étalage de panache, ce fut sans doute vers cet homme seul avancé seul. Mais Philippe de Poitiers avait une autre conception de sa dignité, et ce n'était pas un geste de chevalerie qu'il lui importait d'accomplir, mais geste de roi. Il attendit donc, sans bouger d'un pas, que Robert d'Artois, tout boueux, tout fumant, s'arrêta devant lui. L'armée entière retenait sa respiration, et l'on n'entendait que le cliquetis des morts dans la bouche des chevaux. Le géant jeta sa lance sur le sol. Le régent contempla cette lance dans le chaume et ne dit rien. Robert détacha de sa selle son aume et sa longue épée à 2 mains et les envoya rejoindre la lance. Le régent se taisait toujours. Il n'avait pas relevé les yeux vers Robert, il gardait le regard rivé sur les armes comme s'il attendait encore autre chose. Robert d'Artois se décida à descendre de cheval, fit 2 pas en avant, et les nerfs tremblants de colère, finit par mettre un genou en terre
pour rencontrer les yeux du régent. « Beau cousin !» s'écria-t-il en ouvrant les bras. Mais Philippe l'arrêta court. « Mon cousin, n'avez-vous pas faim ?» lui demanda-t-il. Et comme l'autre, qui s'apprêtait à une grande scène avec échange de paroles nobles, relevage, accolades chevaleresques, restait tout stupéfait, Philippe ajouta « Alors rehaussez-vous en selle et gagnons au plus tôt Amiens, où je vous dicterai ma paix. Vous marcherez à mon flanc, et nous mangerons en route. Héron, Gamache, ramassez les armes de mon cousin. » Robert d'Artois tardait à remonter à cheval et regardait autour de lui. « Que cherchez-vous » dit encore le régent. « Je ne cherche rien, Philippe. Je contemple ce champ pour ne point l'oublier, » répondit d'Artois. Et il posa sa main sur sa poitrine, à la place où, à travers la broigne, il pouvait sentir le sachet de velours dans lequel il avait enfermé, ainsi que des reliques, les épis maintenant poudreux qu'il avait cueillis en ce même lieu, un jour d'été. Un sourire plein de morgue passa sur ses lèvres. Lorsqu'il fut à trotter auprès du régent, il retrouva son habituelle assurance. « C'est une belle armée que vous avez réunie là, mon cousin, pour ne faire qu'un seul prisonnier, » dit-il d'un ton railleur. « La prise de 20 bannières, mon cousin, répondit Philippe du même air, me ferait moins plaisir en ce jour que votre compagnie. Mais dites-moi donc ce qui vous a poussé si vite à vous rendre. Car enfin, même si le nombre est pour moi, je sais bien que ça n'est pas le courage qui vous fait défaut. J'ai pensé qu'à nous affronter en guerre, nous allions faire souffrir trop de pauvres gens. » « Que vous voilà soudain sensible, Robert, dit Philippe de Poitiers. On ne m'a point rapporté qu'en ces derniers temps vous ayez donné telle preuve de charité. Notre Saint-Père, le nouveau pape, a pris le soin de m'écrire pour m'éclairer. Et pieux maintenant, s'écria le régent. Comme les termes de sa lettre ressemblaient tout juste à vos semonces, j'ai compris que je ne pouvais lutter à la fois contre le ciel et la terre, et j'ai résolu de me montrer loyal sujet autant que bon chrétien. Du cœur, de la religion, de la loyauté. Ah, vous êtes bien changé, mon cousin. En même temps, Philippe, regardant de côté le large menton du géant, se disait « Moque-toi de moi, moque-toi de moi, tu feras moins le gaillard tout à l'heure quand tu sauras la paix que je vais t'imposer. » Mais, devant le conseil qui fut réuni aussitôt après l'arrivée dans Amiens, Robert conserva la même attitude. Il accepta tout ce qui lui fut demandé, sans se rebeller, sans chicaner, à croire qu'il n'écoutait même pas le traité qu'on lui lisait. Il s'engageait à rendre tout château, forteresse, seigneurie et toute chose qu'il avait prise ou occupée. Il se portait garant de la restitution de toutes les places saisies par ses partisans. Il concluait trêve avec Mao jusqu'aux Pâques prochaines. D'ici là, la comtesse ferait savoir sa volonté et la cour des pairs se prononcerait sur les droits des deux parties. Le régent, pour l'instant, gouvernerait directement l'Artois et y placerait tels gardiens, officiers et châtelains qu'il voudrait. Enfin, jusqu'à la décision des pairs, les revenus du comté seraient perçus par le comte d'Évreux et par le comte de Valois. En entendant cette dernière clause, Robert comprit de quel prix avait été achetée la défection de son principal allié. Mais même là, il ne broncha pas et signa tout. Cette excessive soumission commençait d'inquiéter le régent. « Quel coup fourré manigance-t-il » se disait Philippe. Comme il était pressé de rentrer à Paris pour l'accouchement de la reine, il laissa le soin à ses 2 maréchaux avec une partie des troupes à solde d'aller relever le connétable en Artois et de veiller sur place à l'exécution du traité. Robert assista en souriant au départ des maréchaux. Son calcul était simple. En venant se rendre seul, il avait évité le désarmement de ses troupes. Fienne, Soistre, Piquigny et les autres allaient continuer une petite guerre de trouble et d'usure. Le régent ne pourrait pas toutes les quinzaines remettre sur pied pareille expédition. Le trésor n'y aurait pas suffi. Robert avait donc plusieurs mois de tranquillité devant lui. Pour l'heure, il préférait revenir à Paris et jugeait l'occasion assez opportune. Car il se pourrait bien qu'avant peu il n'y eût plus ni de régent ni de Mao. En effet, et c'était la vraie raison de son sourire, Robert avait réussi à retrouver la dame de Ferrienne, fournisseuse en poison de la comtesse d'Artois. Il l'avait retrouvée en faisant suivre 2 espions du régent qui la cherchaient aussi. Isabelle de Ferrienne et son fils avaient été arrêtés alors qu'ils vendaient le matériel nécessaire à un envoûtement. Les gens de Robert avaient supprimé les espions du régent,
et maintenant la magicienne, après avoir dicté une belle et complète confession, était gardée dans un château d'Artois. « Tu feras belle mine, mon cousin, » se disait-il en regardant Philippe, « lorsque je commanderai à Jean de Varennes de m'amener cette femme, et que je la présenterai au Conseil des Pairs, afin qu'elle avoue comment ta belle-mère pour ton compte a su assassiner ton frère, et ton cher pape lui-même n'y pourra rien. » Durant tout le voyage, le régent garda Robert à côté de lui. Aux haltes, ils mangeaient à la même table. La nuit, dans les monastères ou les châteaux royaux, ils couchaient porte à porte. Et les nombreux serviteurs du régent entouraient Robert d'une surveillance étroite. Mais à boire, dîner et dormir auprès de son ennemi, on ne peut se défendre de certains sentiments fraternels à son égard. Les deux cousins n'avaient jamais connu pareille intimité. Le régent ne semblait pas tenir particulièrement rigueur à Robert des fatigues et des frais qu'il lui avait occasionnés. Il paraissait même s'amuser assez des grasses plaisanteries du géant et de ses airs de fausse franchise. « Encore un peu, et il va m'aimer tout de bon, le gueux, » se disait Robert. « Comme je le berne, comme je le berne bien !» Au matin du 11 novembre, alors qu'ils arrivaient à la porte de Paris, Philippe arrêta soudain son cheval. « Mon beau cousin, vous êtes l'autre jour à Amiens porté garant de la remise à mes maréchaux de tous les châteaux. Or, j'apprends avec peine que plusieurs de vos amis n'obéissent pas au traité et qu'ils refusent de livrer les places. » Robert sourit et écarta les mains d'un geste d'impuissance. « Vous vous êtes porté garant, » répéta Philippe. « Eh oui, mon cousin, j'ai souscrit à tout ce que vous désiriez, mais comme vous m'avez ôté tout pouvoir, c'est à vos maréchaux de vous faire obéir. » Le régent caressa pensivement l'encolure de son cheval. « Est-il vrai, Robert, reprit-il, que vous m'avez inventé le surnom de porte-close ?»« C'est vrai, mon cousin, c'est vrai, dit l'autre en riant, car vous vous servez fort des portes pour gouverner. »« Eh bien, cousin, dit le régent, vous irez donc loger en la prison du Châtelet, et vous y resterez jusqu'à ce que le dernier château d'Artois me soit livré. » Robert, pour la première fois depuis sa reddition, pâlit un peu. Tout son plan s'écroulait, et la dame de Ferrières ne pourrait pas lui servir de sitôt. Troisième partie, de deuil en sacre. Une nourrice pour le roi. Jean Ier, roi de France, fils posthume de Louis X Hutin, naquit dans la nuit du 13 au 14 novembre 1316 au château de Vincennes. La nouvelle fut aussitôt proclamée et les seigneurs endossèrent leurs vêtements de soie. Dans les tavernes, les truands et les ivrognes pour qui tout événement était occasion de boire commencèrent dès midi à se saouler et à braire. Et les négociants en objets fins, orfèvres, marchands de soieries, fabricants de draps précieux et de passementeries, vendeurs d'épices et de poissons rares et de produits d'outre-mer, se frottèrent les mains en rêvant aux fournitures des réjouissances. Les rues souriaient, les gens s'abordaient comme ragaillardis en s'écriant « Alors, mon compère, nous avons un roi !» La joie pénétrait jusque dans les couvents où abbés et aumôniers annonçaient et commentaient l'événement. À l'hôtellerie du couvent des Clarisses, Marie de Cressay, 4 jours plus tôt, avait mis au monde un petit garçon qui pesait fortement ses 8 livres, promettait d'être blond ainsi que sa mère, et tétait les yeux fermés avec la voracité d'un jeune chiot. À tout instant, les novices, encapuchonnés de blanc, entraient dans la cellule de Marie pour la voir langer son enfant, pour contempler son visage radieux pendant qu'elle allaitait, pour regarder cette poitrine rose, abondante, épanouie, pour admirer, elle destinée à une virginité définitive, le miracle de la maternité autrement qu'en figure de vitrail. Car s'il arrivait parfois qu'une nonne fautât, cela ne se produisait pas aussi souvent que l'assuraient les rimeurs publics en leurs chansons, et un nouveau-né dans un couvent des Clarisses n'était quand même pas chose fréquente. « Le roi s'appelle Jean, comme mon enfant, disait Marie. Ce fut toujours l'usage dans ma famille d'appeler ainsi le premier-né. » Elle voyait dans cette coïncidence un heureux présage. Une nouvelle génération de garçons allait porter le prénom du roi, d'autant plus frappant qu'il était nouveau pour la monarchie.
À tous les petits Philippe, à tous les petits Louis, succéderait une infinité de petits Jean à travers le royaume. Le mien est le premier, pensait Marie. Le hâtif crépuscule d'automne commençait à tomber quand une jeune nonne pénétra dans la cellule. « Dame Marie, dit-elle, la mère abbesse vous demande au parloir, quelqu'un vous y attend. »« Qui m'attend ? Je ne sais pas, je n'ai point vu, mais je crois que vous allez partir. » Le sang monta aux joues de Marie. « C'est Guccio, c'est le père, expliqua-t-elle au novice. C'est mon époux qui vient nous chercher, sûrement. » Elle ferma la coulisse de son corsage, remonta vivement ses cheveux en se regardant dans la fenêtre dont la vitre lui servait de sombre miroir, mit sa chape sur ses épaules, hésita un instant devant le berceau posé sur le sol. Devait-elle descendre l'enfant pour offrir aussitôt à Guccio la merveilleuse surprise ? « Vous voyez comme il dort, cet angelot, dirent les petites novices. N'allez point l'éveiller, ni lui faire prendre froid. Courez, nous allons bien le veiller. »« Ne le sortez pas de son bercelle, ne le touchez pas, dit Marie. » En descendant l'escalier, elle était déjà torturée d'inquiétude maternelle, pourvu qu'elle n'aille point jouer avec lui et le laisser choir. Mais ses pieds volaient vers le parloir, et elle s'étonnait de se sentir si légère. Dans la salle blanche, décorée seulement d'un grand crucifix et éclairée par 2 cierges qui doublaient chaque objet, chaque forme du nombre immense, la mère abbesse, les mains croisées sur ses hanches, parlait avec madame de Bouville. En apercevant la femme du curateur, Marie éprouva plus qu'une déception. Elle eut une certitude immédiate, inexplicable, absolue, que cette personne sèche au visage grillagé de rides verticales lui apportait le malheur. Une autre que Marie se fût contentée de penser qu'elle n'aimait pas madame de Bouville, mais chez Marie de Cressay tous les sentiments prenaient une tournure passionnée, et elle donnait à ses sympathies ou à ses aversions la valeur de signe du destin. « Je suis sûre qu'elle vient me faire du mal, » se dit-elle. D'un regard aigu, sans bienveillance, madame de Bouville l'examinait des pieds à la tête. « 4 jours seulement que vous avez fait vos couches, s'écria-t-elle, et vous voilà toute fraîche et rose, comme une églantine. Je vous complimente, ma belle. On vous dirait déjà prête à recommencer. Dieu, en vérité, traite avec beaucoup de merci celle qui méprise ses commandements et semble réserver ses épreuves aux plus méritantes. Car croiriez-vous, ma mère, continua madame de Bouville, se tournant vers l'abbesse, que notre pauvre reine est restée plus de 30 heures dans les douleurs? Ses cris me sonnent encore aux oreilles. Le roi s'est fort mal présenté, et l'on a dû lui mettre les fers. Il s'en est fallu de peu qu'il y reste, la mère aussi. C'est ce malheur qu'a eu madame Clémence par la mort de son époux qui est cause de tout, et pour moi je tiens encore à un miracle que l'enfant soit né vivant. Mais quand le sort s'en mêle, il n'est rien qui ne vienne à la traverse. Voilà Queudeline, la lingère, vous savez bien. » L'abbesse hocha la tête discrètement. Elle gardait au couvent, parmi les petites novices, une enfant de 11 ans qui était la fille naturelle du Hutin et d'Eudeline. « Elle portait grand air à la reine, qui la voulait sans cesse à son chevet, continua madame de Bouville. Eh bien, Eudeline s'est brisé le bras en tombant d'une escabelle. On l'a dû conduire à l'Hôtel-Dieu. Et maintenant, pour tout couronner, voici que la nourrice qu'on avait arrêtée, qui se tenait là depuis une semaine, a vu son lait soudain tari. Nous faire cela dans un pareil moment. Car la reine, bien sûr, est hors d'état d'allaiter. La fièvre l'a prise. Mon pauvre Hugues tourne, vire, s'époumonne et ne sait que résoudre, car ce ne sont point affaires d'hommes. Quant au sire de Joinville qui n'a plus goutte de vue ni de mémoire, tout ce qu'on peut souhaiter de lui, c'est qu'il ne nous expire pas dans les bras. Autrement dit, ma mère, je suis seule à pourvoir à tout. » Marie de Cressay se demandait pourquoi on la faisait ainsi confidente des drames royaux, quand madame de Bouville, poursuivant son caquet, dit en s'approchant d'elle « Heureusement, j'ai de la tête, et je me suis rappelé à propos que cette fille que j'avais conduite ici devait être délivrée. Vous nourrissez, bien sûr, et votre enfant profite à vue d'œil. » Elle semblait faire reproche à la jeune mère de sa bonne santé. « Jugeons cela de plus près, » dit-elle encore. Et d'une main compétente, comme elle aurait soupesé des fruits au marché, elle palpa les seins de Marie. Celle-ci eut un mouvement de répulsion qui la fit sauter en arrière. « Vous pouvez fort bien en nourrir 2, reprit madame de Bouville. « Vous allez donc me suivre, ma bonne fille, et venir donner votre lait au roi. »« Je ne puis, madame, » s'écria Marie avant même de savoir comment elle justifierait son refus. « Et pourquoi ne pourriez-vous pas? À cause de votre péché? Vous êtes tout de même fille de noblesse, et puis le péché ne vous empêche pas d'être riche en lait. Ce sera façon de vous racheter un peu. »« Je n'ai pas péché, madame, je suis mariée. »« Ah, vous êtes bien la seule à le dire, ma pauvre petite. D'abord, si vous étiez mariée, vous ne seriez pas ici. Et puis, la question n'est point là. Il nous faut une nourrice. »« Je ne puis, car justement, j'attends mon époux, qui doit venir me prendre.
Il m'a fait savoir qu'il arriverait bientôt et le pape lui a promis. »« Le pape ! Le pape !» clama la femme du curateur. « Mais elle a perdu l'esprit, ma parole. Elle croit qu'elle est mariée, elle croit que le pape s'inquiète d'elle. Cessez de nous conter vos sottises et ne blasphémez point le nom du Saint-Père. Vous allez venir à Vincennes tout immédiatement. »« Non, madame, je n'irai point, » répliqua Marie avec obstination. La colère monta au nez de la petite madame de Bouville, qui empoigna Marie par le haut de la robe et se mit à la secouer. « Voyez-moi l'ingrate, cela se débauche, se fait mettre grosse, on prend du soin pour elle, on la sauve de la justice, on la place au meilleur couvent, et quand on vient la requérir pour nourrice du roi de France, la péronnelle regimbe. La bonne sujette que nous avons là, savez-vous bien qu'on vous offre un honneur pour lequel les plus grandes dames du royaume se battraient ?»« Et madame, » lui répondit Marie dans la figure, « que ne vous adressez-vous donc à ces grandes dames qui sont plus dignes que moi ? C'est qu'elles n'ont pas fauté au bon moment, les sottes. Ah, que me faites-vous dire là ? Assez parlé, vous m'allez suivre. » Si l'oncle Ptolémée ou le comte de Bouville lui-même était venu faire à Marie de Cressay la même demande, elle eût sûrement accepté. Elle était de cœur généreux, et se fut offerte à nourrir tout enfant en détresse, à plus forte raison celui de la reine. La fierté et l'intérêt aussi auraient dû l'y pousser autant que la bonté. Nourrice du roi, tandis que Guccio était damoiseau du pape, toutes leurs difficultés se trouvaient aplanies et leur fortune faite. Mais la femme du curateur n'avait pas pris la bonne manière. Parce qu'on la traitait non comme une mère heureuse, mais comme une délinquante, non comme une femme digne, mais comme une serve, et parce qu'elle continuait de voir en madame de Bouville une messagère de mauvais sort, Marie oubliait de penser, se butait. Ses grands yeux bleus sombres brillaient de crainte et d'indignation mêlée. « Je conserverai mon lait pour mon fils, dit-elle. « C'est ce que nous allons voir, méchante. Puisque vous ne m'obéissez de gré, je vais appeler les écuyers qui m'attendent et qui vous enlèveront de force. » La mère abbesse intervint. Le couvent était un asile qu'elle ne pouvait laisser violer. « Non que j'approuve du tout la conduite de ma parente, dit-elle, mais elle a été commise à ma garde. »« Par moi, ma mère, s'écria madame de Bouville. Ce n'est point raison pour lui faire violence en ses murs. Marie ne sortira que de son gré ou sur l'ordre de l'Église. »« Ou sur l'ordre du roi, car vous êtes couvent royal, ma mère, ne l'oubliez pas. J'agis au nom de mon époux. Si vous voulez un ordre du connétable qui est tuteur du roi et qui vient de rentrer à Paris, ou bien un ordre du régent lui-même, messire Hugues saura bien l'obtenir. Cela nous usera 3 heures, mais on m'obéira. » L'abbesse prit madame de Bouville à part pour lui assurer à voix basse que ce que Marie avait dit à propos du pape n'était pas complètement faux. « Et que m'importe, dit madame de Bouville. C'est le roi qu'il me faut faire vivre, et je n'ai qu'elle sous la main. » Elle sortit, alla appeler ses hommes d'escorte et leur commanda d'empoigner la rebelle. « Vous m'êtes témoin, madame, dit l'abbesse, que je n'ai point donné mon accord à cet enlèvement. » Marie, se débattant à travers la cour entre 2 écuyers qui l'entraînaient, criait « Mon enfant, je veux mon enfant !»« C'est vrai, dit madame de Bouville, il faut lui laisser prendre son enfant, à se rebeller ainsi, elle nous fait tout oublier. » Quelques minutes plus tard, Marie, ayant à la hâte rassemblé ses hardes et tenant son nouveau-né serré contre elle, franchissait en sanglots la porte de l'hôtellerie. Dehors, 2 litières attelées attendaient. « Voyez donc, s'écria madame de Bouville, on vient l'acquérir en litière comme une princesse, et cela crie et vous cause 1000 embarras. » Environnée par la nuit, cahotée au trot des mules, pendant plus d'1 heure, dans une boîte de bois et de tapisserie aux rideaux battants par lesquels s'engouffrait le froid de novembre, Marie rendait grâce à ses frères de l'avoir obligée à prendre sa grande chape en partant de Cressay. Avait-elle assez souffert alors de la chaleur sous cette lourde étoffe en arrivant à Paris ? « Je ne quitterai donc nul lieu sans malheur et sans larmes, se disait-elle. Ai-je mérité qu'on s'acharne ainsi sur moi ?» Le nourrisson dormait, enveloppé dans les gros plis de la chape. À sentir cette petite vie inconsciente et tranquille nichée au creux de sa poitrine, Marie lentement retrouvait sa raison. Elle allait voir la reine Clémence. Elle lui parlerait de Guccio. Elle lui montrerait le reliquaire. La reine était jeune, elle était belle et pitoyable aux infortunes. « La reine, c'est l'enfant de la reine que je vais nourrir, » pensait Marie, se représentant enfin tout l'étrange et l'inespéré de cette aventure que l'autorité agressive de madame de Bouville ne lui avait montré que sous un aspect odieux. Le grincement d'un pont-levis qu'on abaissait, le pas alourdi des chevaux sur le bois des madriers, puis le claquement de leurs fers sur le pavé d'une cour, Marie fut invitée à descendre, passa entre des soldats en armes, suivit un couloir de pierre mal éclairé, vit apparaître un gros homme en cotte de maille qu'elle reconnut pour le comte de Bouville. Autour de Marie on chuchotait. Elle entendit le mot de fièvre plusieurs fois prononcé. On lui fit signe de marcher sur la pointe des pieds.
Une tenture fut soulevée. En dépit de la maladie, les usages dans la chambre de Gésine avaient été respectés. Mais comme la saison des fleurs était passée, on n'avait pu répandre sur le sol qu'un tardif feuillage jauni qui commençait déjà à pourrir sous les piétinements. Autour du lit, des sièges étaient disposés pour des visiteurs qui ne viendraient pas. Une ventrière se tenait là, froissant dans ses doigts des herbes aromatiques. Dans la cheminée, sur des trépieds de fer, bouillaient des décoctions grisâtres. Du berceau placé dans un angle ne venait aucun bruit. La reine Clémence gisait étendue sur le dos, les cuisses relevées par la douleur et bosselant les draps. Les pommettes étaient rouges, les yeux brillants. Marie remarqua surtout l'immense chevelure d'or éparse sur les coussins et ce regard ardent qui ne semblait pas voir ce qu'il contemplait. « J'ai soif, j'ai grand soif », gémissait la reine. La ventrière chuchota à Madame de Bouville. Elle a frissonné une grandeur, les dents lui claquaient et ses lèvres étaient violettes comme au visage des morts. Nous avons cru qu'elle passait. Nous l'avons bien frictionnée par tout le corps, alors sa peau s'est mise à bouillir comme vous le voyez. Elle a sué si fort qu'il faudrait lui changer ses linceuls. Mais on ne trouve point les clés de la chambre au drap que tenait Eudeline. « Je vais vous les donner, » répondit Madame de Bouville. Elle conduisit Marie dans une chambre voisine, où un feu brûlait également. « Vous vous installerez ici, dit-elle. » On apporta le berceau royal. Parmi tous les linges qui l'entouraient, le roi était à peine visible. Il avait un nez minuscule, des paupières épaisses et closes, et somnolait chétif dans une immobilité molle. On devait s'approcher de très près pour s'assurer qu'il respirait. De temps en temps, une infime grimace, une contraction douloureuse donnait quelque relief à ses traits. Devant ce petit être dont le père était mort, dont la mère allait peut-être mourir, et qui donnait si peu de marques de vie, Marie de Cressay fut saisie d'une intense pitié. « Je le sauverai, je le ferai grand et fort », pensa-t-elle. Comme il n'y avait qu'un seul berceau, elle coucha son propre enfant aux côtés du roi. Laissons faire Dieu. Depuis 24 heures, la comtesse Mao ne décolérait pas. Devant Béatrice d'Hirson, qui l'aidait à se vêtir pour le baptême du roi, elle laissa exploser sa rage et son dépit. On aurait pu croire, dolente comme l'était Clémence, qu'elle ne viendrait pas au terme de ses couches. On en voit de plus forte qui avorte en chemin. Non, elle a tenu ses 9 mois. Elle pouvait nous donner un enfant mort-né, nenni. Ah, son rejeton vit. Au moins ce pouvait être une fille. Point, il a fallu que ce soit un garçon. Valait-il la peine, ma pauvre Béatrice, d'avoir tant fait et couru si gros périls qui ne sont point encore écartés pour être joués par le sort de pareille façon? Car Mao, maintenant, était profondément convaincu de n'avoir assassiné le hutin que pour donner à son gendre la couronne de France. Elle regrettait presque de n'avoir pas tué la femme en même temps que le mari. Et toute sa haine se tournait à présent contre le nouveau-né qu'elle n'avait pas encore vu, contre le bébé auquel elle allait dans un moment servir de marraine et dont l'existence à peine éclose mettait un frein à ses ambitions. Cette femme, puissante entre les puissants, richissime, despotique, avait une véritable nature de criminelle. Le meurtre était son moyen de prédilection pour infléchir le destin à son profit. Elle aimait en caresser le projet, en respirer le souvenir. Elle y puisait l'excitation des affres, les délectations de la ruse, la joie des triomphes secrets. Si un premier assassinat n'avait pas eu tout le résultat escompté, elle commençait d'accuser le sort d'injustice, se prenait elle-même en pitié et se mettait tout naturellement à chercher la nouvelle tête qui lui faisait obstacle et qu'elle pourrait abattre. Béatrice d'Hirson, allant au-devant des pensées de la comtesse, dit lestement, en baissant ses longs cils, « J'ai gardé, madame, un peu de cette bonne farine qui nous a si bien servi pour les dragées du roi ce printemps. » « Tu as bien fait, répondit Mao. « Il vaut mieux être toujours pourvu, nous avons tant d'ennemis. » Béatrice, qui était pourtant de belle taille, élevait les bras pour arranger la mentonnière de la comtesse et lui poser le manteau sur les épaules. « Vous allez tenir l'enfant, madame. Vous n'aurez plus peut-être cette occasion de sitôt, reprit-elle. Ce n'est qu'une poudre, vous savez, et qui s'aperçoit à peine sur le doigt. » Elle parlait d'une voix suave, tentatrice, et comme s'il se fût agi d'une friandise. « Ah non !» s'écria Mao. « Pas pendant un baptême. Cela nous porterait malheur. »« Croyez-vous ? C'est une âme sans péché que vous rendriez au ciel. » Et puis Dieu sait comment mon gendre prendra la chose. Je n'ai pas oublié le visage qu'il a eu quand je le dessillais sur la fin de son frère.
Et l'espèce de froideur qu'il me témoignait depuis, trop de gens m'accusent à voix basse. C'est assez d'un roi pour l'année, subissons un moment celui qui vient de nous naître. » Ce fut une maigre cavalcade, presque clandestine, qui partit pour Vincennes, faire de Jean Ier un chrétien. Et les barons qui avaient préparé leurs atours, attendant d'être conviés à la cérémonie, en furent pour leurs frais. La maladie de la reine, le fait que la naissance ait eu lieu hors de Paris, la grisaille de l'hiver et enfin le peu de joie qu'éprouvait le régent d'avoir un neveu, tout s'accordait pour que ce baptême fût rapidement expédié, comme une formalité. Philippe arriva à Vincennes accompagné de son épouse Jeanne, de Mao, de Gaucher de Châtillon et de quelques écuyers. Il avait négligé d'avertir le reste de la famille. D'ailleurs, Valois parcourait ses fiefs pour s'y faire de l'argent. Évreux était resté à Amiens pour achever la liquidation de l'affaire d'Artois. Quant à Charles de la Marche, Philippe avait eu, la veille, une vive altercation avec lui. La Marche, en l'honneur de la naissance du roi, demandait à son frère l'élévation de son apanage en pairie, ainsi qu'un accroissement de ses revenus. « Eh, mon frère, avait répondu Philippe, je ne suis que le régent, le roi seul pourra vous conférer la pairie, à sa majorité. » Les premiers mots de Bouville en accueillant le régent dans l'avant-cour du manoir furent pour demander « Personne n'a d'armes, monseigneur ? Personne ne porte dague, ni stylet, ni miséricorde ?» On ne pouvait savoir si cette inquiétude visait les gens d'escorte ou les parrains eux-mêmes. « Je n'ai pas coutume, Bouville, répondit le régent, d'être suivi d'écuyers désarmés. » Bouville, à la fois timide et obstiné, pria les écuyers de rester dans la première cour. Ce zèle dans la prudence commençait d'agacer le régent. « J'apprécie, Bouville, dit-il, le soin avec lequel vous avez veillé au ventre de la reine. Mais vous n'êtes plus curateur. C'est à moi-même et au connétable qu'il appartient maintenant de veiller sur le roi. Nous vous en laissons la charge, n'en abusez point. »« Monseigneur, monseigneur !» balbutia Bouville. « Je n'avais point dessein de vous offenser, mais il se dit tant de choses dans le royaume. Enfin, je veux que vous voyiez que je suis bien fidèle à ma tâche et que j'en sais tout l'honneur. » Il était peu habile à dissimuler. Il ne pouvait s'empêcher de regarder Mao de biais et de rebaisser les yeux aussitôt. « Décidément, tout un chacun me soupçonne et se défie de moi, » pensa la comtesse. Jeanne de Poitiers feignait de ne rien remarquer. Gaucher de Châtillon, qui était hors d'affaire, brisa la gêne en disant « Allons, Bouville, ne nous laissez point geler, entrons donc !» On ne se rendit pas au chevet de la reine. Les nouvelles que donna madame de Bouville étaient fort alarmantes. La fièvre continuait de dévorer la malade qui se plaignait d'atroces maux de tête et était secouée à tout instant par des nausées. « Son ventre se remet à gonfler, comme si elle n'avait point accouché, » expliqua madame de Bouville. « Elle ne peut trouver le sommeil, supplie qu'on arrête les cloches qui lui sonnent aux oreilles et nous parle sans cesse, comme si elle s'adressait non point à nous, mais à sa grand-mère, madame de Hongrie, et au roi Louis. C'est pitié que de l'entendre ainsi perdre la raison sans pouvoir la faire taire. » 20 ans de métier de chambellan auprès de Philippe le Bel avaient laissé au comte de Bouville une longue expérience des cérémonies royales. Combien de baptêmes déjà n'avait-il pas réglés? Les objets rituels furent distribués aux assistants. Bouville et 2 gentilshommes de la garde se passèrent au col de longues serviettes blanches dont ils tenaient les extrémités étendues devant eux pour en recouvrir l'un le bassin empli d'eau bénite, l'autre le bassin vide, le troisième la coupe qui contenait le sel. La ventrière prit le crémeau dont on coifferait l'enfant après l'onction. Puis la nourrice s'avança, portant le roi. « Oh, la belle fille que voilà !» pensa le connétable. Madame de Bouville avait fait revêtir à Marie de Cressay une robe de velours rosé, avec un peu de fourrure au col et au poignet, et elle avait fait répéter longuement à la jeune femme les gestes qu'elle aurait à accomplir. Le bébé était empaqueté dans un manteau 2 fois plus long que lui, sur lequel était posé un voile de soie violette qui tombait jusqu'au sol, comme une traîne. On se dirigea vers la chapelle du château. Des écuyers ouvraient la marche tenant des cierges allumés. Le sénéchal de Joinville venait le dernier, soutenu et pourtant chancelant. Néanmoins, il était un peu sorti de sa torpeur habituelle parce que le nouveau-né s'appelait Jean, comme lui-même. La chapelle était tendue de tapisseries et la pierre des fonds était garnie de velours violet. À côté se trouvait une table où l'on avait étendu une couverture de menu vert, et par-dessus une nappe fine, et par-dessus encore placé des coussins de soie. Quelques grilles à braise ne suffisaient pas à dissiper l'humide froideur. Marie déposa l'enfant sur la table pour le démailloter.
Attentive à ne point faire d'erreur, elle avait le cœur battant et distinguait à peine les visages autour d'elle, tant elle était émue. Aurait-elle jamais imaginé, elle, fille chassée de sa famille, qu'il lui appartiendrait de tenir un rôle si important dans le baptême d'un roi, entre le régent de France et la comtesse d'Artois? Éblouie par ce retour de fortune, elle était pleine de gratitude, à présent, pour madame de Bouville, et lui avait demandé pardon de son insoumission de la veille. Tout en déroulant les langes, elle entendit le connétable s'informer de son nom et d'où elle venait. Elle se sentit rougir. Le chapelain de la reine avait soufflé 4 fois sur le corps du nouveau-né, comme aux 4 branches d'une croix, pour ôter de lui le démon par la vertu du Saint-Esprit. Puis, crachant sur son index, il lui avait tendu de salive les narines et les oreilles pour signifier qu'il ne devait pas écouter les voix du diable, ni respirer les tentations du monde et de la chair. Philippe et Mao soulevèrent le petit roi l'un par les jambes, l'autre par les épaules. Le régent, de ses yeux myopes, considérait avec insistance le sexe minuscule de l'enfant, ce rose vermisseau qui mettait en échec toute sa savante combinaison successorale, ce dérisoire symbole de la loi des mâles, infime mais infranchissable obstacle entre lui et la couronne. De toute manière, pensait Philippe pour se consoler, je suis régent durant 15 années. En 15 ans, bien des choses peuvent survenir. Serai-je moi-même vivant dans 15 ans? Et cet enfant vivra-t-il jusque-là? Mais régence n'est pas royauté. L'enfant était resté fort calme, et même somnolent pendant les rites préliminaires. Il ne fit entendre sa voix que lorsqu'on le plongea entièrement dans l'eau froide, mais alors il hurla jusqu'à s'étrangler, par 3 fois, tandis que les autres parrains et marraines, Gaucher, Jeanne de Poitiers, les Bouville, le sénéchal, étendaient les mains au-dessus de son petit corps nu. Il fut immergé, d'abord avec la tête vers l'Orient, puis au nord, puis au sud, pour figurer le dessin de la croix. Jean Ier se calma aussitôt qu'on l'eut sorti du bain glacial et accepta paisiblement le sein crème dont on lui oignit le front. Puis, on le reposa dans les coussins où Marie de Cressay se mit à le sécher, tandis que les assistants se tassaient au plus près de la chaleur des poêles à braise. Soudain, la voix de Marie de Cressay emplit la chapelle. « Seigneur, Seigneur, il trépasse !» s'écria-t-elle. Tous se projetèrent vers la table. Le bébé roi avait pris une teinte bleue qui fonçait d'instant en instant jusqu'à devenir noirâtre. Il avait le corps raidi, les bras crispés, la tête tordue, et ses paupières ouvertes ne laissaient apparaître que des globes blancs. Une main invisible étouffait cette vie sans conscience, entourée de cierges vacillants et de front anxieusement penché. Mao entendit murmurer « C'est elle !» Elle releva les yeux et rencontra le regard du ménage Bouville. « Qui a donc fait le coup pour m'en charger ?» se demanda-t-elle. Cependant, la ventrière avait pris l'enfant des mains tremblantes de Marie et s'efforçait de le ranimer. « Il n'est pas sûr qu'il meure, il n'est pas sûr, dit-elle. » Le nourrisson resta ainsi rigide, distendu et sombre près de 2 minutes, qui parurent infinies. Puis, brusquement, il fut agité de secousses violentes, projetant la tête en tous sens. Les membres se retournaient. On n'eût jamais cru qu'une telle force pût parcourir un corps si chétif. La ventrière devait le serrer pour qu'il ne lui échappât. Le chapelain se signa, comme s'il était en présence d'une manifestation diabolique, et se mit à réciter les prières des agonisants. L'enfant grimaçait, bavait. Son aspect noirâtre avait disparu pour faire place à une pâleur glacée, non moins effrayante. Un moment, il parut s'apaiser, urina sur la robe de la ventrière, et on le pensa sauvé. Puis, aussitôt sa tête tomba, il devint mou, inerte, et cette fois chacun vraiment le jugea mort. Il était grand temps de le baptiser, dit le connétable. Philippe de Poitiers ôtait de ses mains les gouttes chaudes tombées des cierges. Et soudain, le petit cadavre agita les pieds, poussa quelques cris, faibles encore, mais plutôt joyeux, et ses lèvres s'animèrent d'un mouvement de succion. Le roi était en vie, et il voulait téter. « Le démon s'est fort débattu avant de lui sortir du corps, dit le chapelain. Il n'est point fréquent, expliqua la ventrière, que les convulsions saisissent les enfants si tôt. C'est parce qu'il est venu avec les fers. Ça se voit parfois. Et puis le lait de la nourrice lui a manqué pendant plusieurs heures. » Marie de Cressay se sentit coupable. Si, au lieu de me disputer avec madame de Bouville, j'étais accouru aussitôt, pensa-t-elle. Nul, évidemment, n'aurait mis en cause l'immersion en eau froide, ni aucune des tares héréditaires, boiterie, démence, épilepsie, qui reparaissaient assez régulièrement dans la famille. « Croyez-vous qu'il ait à souffrir d'autres accès » demanda Mao.
« C'est fort à craindre, madame, répondit la ventrière. On ne sait jamais quand va venir ce mal, ni comment il finit. Le pauvre petit, dit Mao bien fort. On reporta le roi au château, et on se sépara sans joie. Philippe de Poitiers ne desserra pas les dents de tout le temps du retour. Rentré au palais, il laissa sa belle-mère le suivre et s'enfermer avec lui. « Vous avez manqué de peu tout à l'heure d'être roi, mon fils ?» lui dit-elle. Philippe ne répondit pas. « En vérité, après ce que nous avons vu, personne ne s'étonnerait si cet enfant mourait ces jours-ci, » reprit-elle. Le régent continuait de se taire. « S'il venait à disparaître, vous seriez toutefois obligé d'attendre la majorité de Jeanne de Navarre. »« Nenni, ma mère, nenni !» répondit vivement Philippe. « Nous ne sommes plus liés dorénavant par le règlement de Juillet. La succession de Louis est close. C'est celle du petit Jean qui s'ouvrirait alors. Entre mon frère et moi, il y aurait eu un roi, et je serais héritier de mon neveu. » Mao le regarda avec admiration. Il avait échafaudé cela pendant le baptême. « Vous avez toujours rêvé d'être roi, Philippe, avouez-le, dit-elle. Déjà, quand vous étiez enfant, vous cassiez des branches pour vous en faire des sceptres. » Il releva un peu la tête et lui sourit, laissant un silence s'écouler, puis, redevenant grave, « Savez-vous, ma mère, que la dame de Ferrienne a disparu d'Arras, et aussi les hommes que j'avais envoyés pour l'enlever et la mettre hors d'état de trop parler? Il paraîtrait qu'elle est tenue secrètement en quelque château d'Artois, et l'on dit que vos barons là-bas s'en vantent. » Mao se demanda ce que signifiait cet avertissement. Philippe voulait-il seulement la prévenir des dangers qu'elle courait, ou lui prouver qu'il prenait soin d'elle? Était-ce manière de confirmer l'interdiction de jamais plus recourir au poison? Ou bien au contraire, en faisant allusion à la fournisseuse, lui donnait-il à entendre qu'elle avait les mains libres? De nouvelles convulsions pourraient bien l'emporter, insista Mao. Laissons faire Dieu, ma mère. Laissons faire Dieu, dit Philippe en rompant l'entretien. Laissez faire Dieu, ou me laissez faire moi, pensa la comtesse d'Artois. Il est prudent jusqu'à se garder de se souiller l'âme. Mais il m'a bien comprise, c'est ce grognier de Bouville qui va me causer le plus de tracas. Dès cet instant, son imagination commença de travailler. Mao avait un crime en perspective, et que la future victime fût un nouveau-né lui excitait l'esprit autant que s'il se fût agi de l'adversaire le plus féroce. Elle entreprit une campagne soigneuse, perfide. Le roi n'était pas né viable, elle le disait à tout venant, et décrivait, les larmes dans les yeux, la pénible scène du baptême. Nous l'avons tous cru trépasser devant nous, et il s'en est fallu de bien peu que ce ne fût vrai. Demandez plutôt au connétable qui était là comme moi. Je n'ai jamais vu messire Gaucher si fort pâlir. Chacun pourra juger d'ailleurs de la faiblesse du petit roi quand on le présentera à tous les barons, comme cela doit se faire. À savoir même s'il n'est pas déjà mort, et qu'on nous le cache. Car cette présentation tarde beaucoup, sans qu'on nous en donne la raison. Messire de Bouville, paraît-il, s'y oppose, parce que la malheureuse reine, Dieu la protège, serait au plus mal. Mais enfin, la reine n'est pas le roi. Les familiers de Mao avaient charge de colporter ces propos. Les barons commencèrent à s'alarmer. En effet, pourquoi différait-on ainsi la présentation solennelle? Le baptême à la sauvette, les prétendues dérobades de Bouville, l'impénétrable silence maintenu autour de Vincennes, tout était marqué de mystère. Des rumeurs contradictoires circulaient. Le roi était infirme, et l'on ne voulait pas le montrer. Le comte de Valois l'avait enlevé secrètement pour le mettre en sûreté. La maladie de la reine, une feinte. La reine et son enfant voyageaient en ce moment vers Naples. « S'il est mort, qu'on nous le dise !» murmuraient certains. « Le régent l'a fait disparaître !» assuraient d'autres. « Qu'allez-vous chanter là? Le régent n'est point homme de cette sorte, mais il se défie de Valois. Ce n'est point la régent, c'est Mao, elle prépare son forfait. S'il n'est même pas déjà accompli, elle répète trop fort que le roi ne peut vivre. » Tandis qu'un mauvais vent passait à nouveau sur la cour, qu'on s'énervait en conjectures odieuses, en soupçons d'infamie dont chacun se sentait éclaboussé, le régent, lui, demeurait impénétrable. Il s'absorbait dans l'administration du royaume, et si l'on venait à lui parler de son neveu, il répondait Flandre, Artois ou rentrée des impôts. Au matin du 19 novembre, l'irritation montant, de nombreux barons et des maîtres au Parlement vinrent en délégation trouver Philippe et le prièrent avec force, le sommaire presque, de consentir à la présentation du roi. Ceux-ci, qui s'attendaient à une réponse négative ou dilatoire, avaient déjà dans l'œil une méchante lueur.
« Mais je souhaite, messeigneurs, je souhaite autant que vous cette présentation, dit le régent. À moi-même on fait opposition. C'est le comte de Bouville qui s'y refuse. » Puis, se tournant vers Charles de Valois, rentré depuis l'avant-veille de son comté du Maine, il lui demanda « Est-ce vous, mon oncle, pour les intérêts de votre nièce Clémence, qui empêchez Bouville de nous montrer le roi ?» L'ex-empereur de Constantinople, ne comprenant pas d'où lui tombait cette algarade, devint pourpre et s'écria « Mais, pardieu, juste mon neveu, où allez-vous chercher cela? Je n'ai jamais rien ordonné ni voulu de tel. Je n'ai même pas vu Bouville, ni n'en ai reçu message depuis plusieurs semaines. Et je suis rentré tout exprès pour cette présentation. Je voudrais fort, au contraire, qu'on la fît et qu'on revînt à agir selon les coutumes de nos pères, ce qui n'a trop tardé. » « Alors, messeigneurs, dit le régent, nous sommes tous de même conseil et de même volonté. Gaucher, vous qui fûtes à la naissance de mon frère, c'est bien à la première marraine qu'il revient de présenter l'enfant royal au baron. »« Certes, certes, c'est à la marraine, répondit Valois, vexé que sur un point de cérémonial on fit appel à une autre compétence que la sienne. « J'assistais à toutes les présentations, Philippe, à la vôtre qui fut petite puisque vous étiez second, comme à celle de Louis et ensuite de Charles, toujours la marraine. »« Alors, reprit le régent, je vais faire savoir aussitôt à la comtesse Mao qu'elle est à tenir tout à l'heure cet office et donner ordre à Bouville de nous ouvrir Vincennes. Nous monterons à cheval à midi. » Pour Mao, c'était l'occasion attendue. Elle ne voulut personne que Béatrice pour l'habiller, et se coiffa d'une couronne. Le meurtre d'un roi valait bien cela. « Combien de temps penses-tu qu'il faille à ta poudre pour avoir effet sur un enfant de 5 jours ? » « Cela je ne sais, madame, » répondit la demoiselle de Parage. « Sur les serres de Vaubois, le résultat s'est montré dans une nuit. Le roi Louis, lui, a résisté près de 3 journées. »« J'aurai toujours pour me couvrir, dit Mao, cette nourrice que j'ai vue l'autre jour, belle fille, ma foi, mais dont on ne sait d'où elle vient, ni qui l'a placée là. Les Beauville, sans doute. »« Ah, je vous comprends, dit Béatrice en souriant. Si la mort n'apparaissait pas naturelle, on pourrait accuser cette fille et la faire écarteler. »« Ma relique, dit Mao avec inquiétude en se touchant la poitrine. « Ah oui, c'est bon, je l'ai. » Comme elle sortait de la chambre, Béatrice lui murmura « Surtout, madame, n'allez pas par mégarde vous moucher. » Les ruses de Bouville. « Faites feu à bataille, ordonnait Bouville au valet. Que les cheminées flambent à crever pour que la chaude se répande dans les couloirs. » Il allait de pièce en pièce, paralysant le service en prétendant activer chacun. Il courait au pont-levis, inspectait la garde, commandait d'étendre du sable dans les cours, le faisait balayer parce qu'il tournait en bout, venait vérifier les serrures qui ne serviraient pas. Toute cette agitation n'était destinée qu'à tromper sa propre angoisse. « Elle va le tuer !» se répétait-il. Dans un corridor, il se heurta à son épouse. « La reine ?» demanda-t-il. On avait administré les derniers sacrements à la reine Clémence le matin même. Cette femme, dont 2 royaumes célébraient la beauté, était défigurée, ravagée par l'infection. Le nez pincé, la peau jaunâtre, marquée de plaques rouges de la taille d'une pièce de 2 livres, elle exhalait une odeur affreuse. Ses urines charriaient des traces sanglantes. Elle respirait de plus en plus péniblement et gémissait sous les douleurs intolérables qu'elle éprouvait dans la nuque et le ventre. Elle délirait. « C'est une fièvre quarte, dit madame de Bouville. La ventrière assure que si elle franchit la journée, elle peut être sauvée. Mao a offert d'envoyer maître de Pavilly, son physicien personnel. »« À nul prix, s'écria Bouville. Ne laissons personne qui appartienne à Mao s'introduire ici. » La mère mourante, l'enfant menacé, et plus de 200 barons qui allaient arriver, avec leurs escortes. Le beau désordre qu'on aurait tout à l'heure, et comme l'occasion serait facilement offerte au crime. « L'enfant ne doit point rester dans la chambre qui jouxte celle de la reine, reprit Bouville. Je n'y puis faire passer assez d'hommes d'armes pour le veiller, et l'on se glisse trop aisément derrière les tapisseries. Il est bien temps d'y songer. Où le veux-tu mettre ? Dans la chambre du roi, dont toutes les entrées se peuvent interdire. » Ils se regardèrent et eurent la même pensée. C'était la pièce où le hutin était mort. « Fais préparer cette chambre et activer le feu, insista Bouville. « Soit, mon ami, je vais t'obéir. Mais mettrais-tu 50 écuyers autour, tu n'empêcheras pas que Mao ait apporté le roi dans ses bras pour le présenter. Je serai auprès d'elle. Mais si elle l'a résolu, elle le tuera sous ton nez, mon pauvre Hugues, et tu n'y verras mis.
Un enfant de 5 jours ne se débat guère. Elle profitera d'un moment de presse pour lui plonger une aiguille au défaut de la tête, lui faire respirer du venin ou l'étrangler d'un lacet. « Et alors, que veux-tu que j'y fasse ?» s'écria Bouville. « Je ne puis venir déclarer au régent « Nous ne voulons point que votre belle-mère porte le roi, car nous redoutons qu'elle ne l'oxysse. » Eh non, tu ne le peux. Nous n'avons qu'à prier Dieu, dit madame de Bouville en s'éloignant. Bouville, désemparé, se rendit dans la chambre de la nourrice. Marie de Cressay allaitait les 2 enfants à la fois. Aussi voraces l'un que l'autre, ils s'agrippaient à la pâture de leurs petits ongles mous et tétaient avec bruit. Généreuse, Marie donnait au roi le sein gauche, réputé le plus riche. « Qu'avez-vous donc, messire ? Vous semblez tout troublé, demanda-t-elle à Bouville. Il se tenait devant elle, appuyé sur sa haute épée, ses mèches noires et blanches lui couvrant les joues et la bedaine tendant sa cotte d'armes, gros archange débonnaire commis à la garde difficile d'un enfançon. « C'est qu'il est si faible, notre petit sire. Il est si faible, dit-il tristement. « Mais non, messire, il reprend bien, au contraire, voyez donc, il a presque rattrapé le mien. Et toutes ces médecines qu'on me donne me font un peu tourner le cœur, mais semblent fort lui convenir. » Bouville approcha la main et caressa prudemment le petit crâne où se formait un duvet blond. « Ce n'est pas un roi comme les autres, voyez-vous, » murmura-t-il. Le vieux serviteur de Philippe le Bel ne savait comment exprimer ce qu'il ressentait. Aussi loin qu'il remontait en ses souvenirs et en ceux même de son père, la monarchie, le royaume, la France, tout ce qui avait été la raison de ses fonctions et l'objet de ses soucis, se confondait avec une longue et solitude chaîne de rois, adultes, forts, exigeant le dévouement, dispensant les honneurs. Pendant 20 ans, il avait avancé le faux d'Esteuil, où siégeait un monarque devant lequel la chrétienté tremblait. Jamais il n'aurait imaginé que la chaîne pût si vite se réduire à cet enfançon rose, au menton barbouillé de lait, chaînon qu'on eût pu entre 2 doigts briser. « Il est vrai, dit-il, qu'il a bien repris. Sans cette marque laissée par les fers et qui déjà s'efface, il se distingue assez peu du vôtre. »« Oh, messire, dit Marie, le mien est plus lourd. N'est-ce pas, Jean II, que tu es plus lourd ?» Elle rougit brusquement et expliqua. « Comme ils se nomment tous 2 Jean, j'appelle le mien Jean II. Peut-être ne devrais-je pas ?» Bouville, par machinale courtoisie, caressa la tête du second bébé. Dans son geste, il effleura les seins de Marie. Celle-ci se méprit sur le geste, comme sur le regard obstiné du gros gentilhomme, et elle rougit plus fort. « Quand donc, se dit-elle, cesserai-je d'avoir la chaleur au visage à tout propos ? Ce n'est point chose déshonnête ni provocante que d'allaiter. » En réalité, Bouville comparait les 2 bébés. À ce moment, madame de Bouville entra, tenant les vêtements pour habiller le roi. Bouville la tira dans un angle en lui murmurant « J'ai un moyen, je crois !» Ils s'entretinrent à voix basse quelques instants. Madame de Bouville hochait la tête, réfléchissait. À 2 reprises, elle regarda dans la direction de Marie. « Demande-lui toi-même, dit-elle enfin. Moi, elle ne m'aime pas. » Bouville revint vers la jeune femme. « Marie, mon enfant, vous allez rendre grand service à notre petit roi auquel je vous vois si attaché, dit-il. Voici que les barons viennent pour qu'il leur soit présenté, mais nous craignons pour lui le froid, à cause de ces convulsions qui l'ont pris à son baptême. Voyez l'effet s'il se mettait soudain à se tordre comme l'autre jour. On aurait tort de faire croire qu'il ne peut vivre, comme ses ennemis le répandent. Nous autres barons sommes gens de guerre et aimons que les rois fassent preuve de robustesse, même au plus jeune âge. Votre enfant, vous me le disiez tout à l'heure, est plus gras et plus beau d'apparence. Nous voudrions le présenter à sa place. » Marie, un peu inquiète, regarda madame de Bouville qui s'empressa de dire « Ah, je n'y suis pour rien, c'est une idée de mon époux. »« N'est-ce point péché, messire, que de faire cela ?» demanda Marie. « Péché, mon enfant, mais c'est vertu que de protéger son roi. Et ce ne serait point la première fois qu'on présenterait au peuple un enfant solide en place d'un héritier chétif, » assura Bouville, mentant pour la bonne cause. « Ne va-t-on point s'en apercevoir ?»« Et comment s'en apercevrait-on » s'écria madame de Bouville. « Ils sont blonds l'un et l'autre. À cet âge, tous les enfants se ressemblent et se transforment d'un jour sur le lendemain. Qui connaît le roi en vérité ? Messire de Joinville, qui n'y voit rien, le régent, qui n'y voit guère, et le connétable, qui s'y connaît mieux en chevaux qu'en nouveau-né. La comtesse d'Artois ne va-t-elle point s'étonner qu'il n'ait plus la trace des fers ? Sous le bonnet et la couronne, comment le verrait-elle ?
Et le jour ne lui guère de surcroît, il va presque falloir allumer les cierges, ajouta Bouville en désignant la fenêtre et la triste lumière de novembre. Marie ne fit pas davantage de résistance. Au fond, l'idée de cette substitution l'honorait assez, et elle ne prêtait à Bouville que de bons desseins. Elle prit plaisir à habiller son enfant en roi, à le langer de soie, à lui passer le petit manteau bleu semé de fleurs de lys d'or, et à le coiffer du bonnet sur lequel était cousue une minuscule couronne, tous objets du trousseau préparé avant la naissance. « Qu'il va être beau, mon Jeannot !» disait Marie. « Une couronne, Seigneur ! Une couronne ! Il faudra la rendre à ton roi, tu sais. Il faudra la lui rendre. » Elle agitait son enfant comme une poupée devant le berceau de Jean Ier. « Voyez, sire, voyez votre frère de lait, votre petit serviteur, qui va prendre votre place pour que vous n'attrapiez pas froid. » Et elle songeait, quand je raconterai tout cela bientôt à Guccio, quand je lui dirai que son fils a été présenté au baron, l'étrange vie que nous avons, et que je ne changerai pour nul autre, comme j'ai bien fait de l'aimer, mon Lombard. Sa joie fut coupée par un long gémissement venu de la pièce voisine. « La reine, mon Dieu !» pensa Marie, « j'oubliais la reine. » Un écuyer entra, annonçant l'approche du régent et des barons. Madame de Bouville se saisit de l'enfant de Marie. « Je le porte dans la chambre du roi, dit-elle, et l'y remettrai après la cérémonie jusqu'au départ de la cour. Vous, Marie, ne bougez point d'ici avant que je revienne, et si quiconque pénétrait, malgré la garde que nous allons mettre, affirmez bien que cet enfant que vous avez avec vous est le vôtre. »